Non, je vous dis, au tout début, les 2 premières années, les 3 premières années, c'est relativement contraint, et à terme, sur les 10 ans, je pense... J'ai pas compris. L'hypothèse de départ, c'est quoi? D'une dévaluation, d'une sortie de l'euro, d'une dévaluation. Effectivement, oui, c'est vrai. De chacun des pays. Non, il faut le... Vous prétendez savoir ça, les gars? Oui, on peut le mesurer. Bah les chiffres qu'il nous donne depuis tout à l'heure, ce sont des chiffres qu'il fait dans le cadre de ses sur études. une énorme masse qu'on connaît, qui est la masse monétaire européenne, avec la production, je comprends que Sapir arrive à calculer. Mais là, tu imagines que chaque pays éclate et tu es capable de calculer l'inflation. Absolument. Alors évidemment, c'est complexe. On l'a fait sur ordinateur. Oui. C'est un gros modèle. J'imagine que c'est pas à la main. Mais si vous voulez. Bon, c'est ça la grande différence. Il doit y avoir un sacré algorithme là pour calculer ça. Tout à fait. Non, mais alors voilà, nous, on est face, journalistes, à 2 analyses, qui est la vôtre et qui est celle de l'Institut Montaigne. La vôtre qui est plutôt... Laissez-moi finir ma phrase. Laissez-moi finir ma phrase. Où se trouve le loup? Jacques Sapir, laissez-moi finir ma phrase. Voilà, pour les internautes qui nous regardent. On a une analyse qui est la vôtre qui est plutôt réjouissante, et il y a une analyse qui est très pessimiste qui a été faite par la... Oui, alors on peut dire qu'effectivement... Non, oui, mais c'est bien d'avoir le... D'abord, qui croire? Est-ce qu'il faut vous croire vous? Est-ce qu'il faut vous croire eux? Pourquoi faudrait-vous croire vous, d'ailleurs? Et j'aimerais bien que vous nous expliquiez. Alors, le loup, en fait, il y a 2 loups qui sont dans cette histoire-là. Le premier, c'est que tout simplement, ces gens suppose que l'économie française réagira pratiquement instantanément comme si nous étions en plein emploi. Ben non, quand on a 3 millions de chômeurs, en fait on en a beaucoup plus. Vous savez qu'on est plutôt autour de 5,5 millions de chômeurs. Non, on ne va pas se noyer dans les chiffres, parce que là on est perdu. C'est très important de comprendre qu'une économie ne réagit pas de la même manière suivant qu'elle est au plein emploi. Moi je suis épaté par votre certitude. Je suis épaté par votre certitude. Vous me dites, j'ai la machine qui me permet de calculer qu'une dévaluation de temps, ça produit dans pays par pays une inflation de temps. Mais parce que ça se mesure. Si vous voulez, vous pouvez le mesurer. Mais ça se mesure. Mais vous pouvez le mesurer. Personne n'a jamais réussi à anticiper un taux d'inflation. Mais bien sûr que en tout cas, Jean-Luc Mélenchon n'a pas l'air d'être mais attendez, c'est ce que font tous les économistes de banque, tous les prévisionnistes depuis. Ils sont tous gourés. Mais non. Enfin, je veux dire, ils sont tous gourés depuis des années et des années. Je veux dire, personne n'avait prévu la crise financière. La crise financière, c'est un autre problème. Mais en ce qui concerne les prévisions de court terme, j'avais, au mois d'octobre, dit qu'on ne ferait pas plus 0,8, mais qu'on ferait probablement entre moins 0,2 et moins 0,4 de croissance. Qu'est-ce que dit le gouvernement? J'atteste parce qu'on s'était vu à ce moment-là. Qu'est-ce que dit le gouvernement? Donc, vous voyez, on peut faire de bonnes prévisions, il faut simplement travailler terme. Évidemment. Oui. Je peux vous poser une question qui va vous fâcher. Est-ce que vos prévisions prennent vraiment en compte un contexte politique, social parce que comme ça, on a l'impression qu'on est dans un laboratoire, qu'on a des éprouvettes, qu'on met des chiffres, que ça marche bien, c'est l'ordinateur. Mais vous avez tout à fait raison. Je ne commencez pas à vous dire ça, c'est un universitaire, c'est une job de faire ça, de nous dire, et nous après on doit... Non, mais je condamne pas à l'avance, je condamne pas à l'avance votre étude et vos analyses et vos chiffres. Je vous demande juste si dans vos analyses et vos chiffres et votre ordinateur qui mouline à toute vitesse, vous prenez en compte des paramètres qui sont des paramètres politiques, qui sont des paramètres de géopolitique, puisque vous la rappelez, parce que c'est ce qui a évidemment d'important dans l'histoire. Est-ce que tout ça s'est pris en compte? Il y a des paramètres que nous pouvons prendre en compte. Et il y a des paramètres que nous ne pouvons pas prendre en compte. Il faut le dire honnêtement. La géopolitique, c'est pas paramétrable. L'aléa géopolitique, un résultat électoral en Italie. Il y a des trucs qu'on voit venir de loin. Quand on explique qu'il y a une hégémonie allemande et un impérialisme allemand, on voit bien les Croates rentrer dans l'Europe avant les Serbes. On voit bien la Slovénie, on le voit ça. Dans la géopolitique, ça a des pesanteurs historiques forts. Pour un modèle, on peut représenter un certain nombre de choses. Il y a des choses, c'est vrai, que l'on ne peut pas représenter. Par exemple, si demain, il y a une météorite comme celle de la Tunguska qui explose au-dessus de la Lorraine ou au-dessus de la Ruhr, c'est fini. On ne peut pas prévoir ce genre de choses. Donc voilà, il y a, c'est vrai, une incertitude radicale. Vous grossissez le trait quand même, parce que ça, la météorite, d'abord, on peut la prévoir. Et puis, je veux dire, il y a un peu quand même des petites choses qui tournent autour de la Terre. Attends, il a quand même raison sur... Non, mais bon, voilà. On ne peut pas à la fois le critiquer en disant vous rigidifiez tout parce que vous prétendez tout prévoir, ce qui en effet est une critique qu'on peut lui faire, parce que le principe de l'incertitude, ça existe. Bah oui, mais c'est normal. Scientifiquement, ça ne serait pas honnête de ne pas l'accepter. Puis d'un autre côté, dire non, il n'y a pas de variable. Parce que je veux quand même y venir, si vous permettez.
On peut pas, là où je vous donne raison, on n'est pas en train de remuer des éprouvettes, là. On sait une chose, par exemple, le niveau de la mer monte. 70% des installations humaines sont au bord de la mer. 50% de la population française est à moins de 100 km de la mer. Donc ça nous plaît, ça nous plaît pas. C'est pas dans les éprouvettes. Ça veut dire des millions et des millions et des millions d'investissements pour changer les lieux de production de place, pour changer les machines, et ainsi de suite. De tout ça, on ne parle jamais. Et cette Europe du marché est incapable de prévoir ça. Incapable. Tout ce qu'ils sont capables de prévoir, c'est comment on va payer les retraites des vieux Allemands. C'est tout. Bon. Donc, ça sont des paramètres. Vous incluez le paramètre, on évoquait la météorite dont parlait Shapir. Mais il y a une météorite qui, elle, est beaucoup plus dangereuse, et elle est là. C'est les installations nucléaires de la vallée du Rhône. Vous avez toutes les installations nucléaires françaises sont là, plus la chimie. Je ne veux pas affoler le monde, hein, mais quand même, ça fait partie des choses sérieuses qui se posent comme problème. D'où l'urgence de faire la transition énergétique. On en parle quand de ça? À quel moment il y a l'argent pour faire ces investissements? Du point de vue du marché, ça n'a aucun intérêt. Mais du point de vue de la planification écologique, c'est central et c'est intelligent. Parce que comme vous avez un dérèglement climatique, c'est pas pareil. Alors là, je change un peu de sujet. Un tsunami, il y en a toujours eu. Non, mais ça rentre dans la question de l'euro. Le tsunami, quand il passe sur des cabanes de pêcheurs, bah, pauvres pêcheurs. Mais quand il passe sur des centrales nucléaires, c'est une autre paire de manches. Or, c'est ce qui nous pend au nez. Donc, cette Europe de la planification, Jacques, c'est pour ça que moi je dis, on n'a pas, je ferai tout ce que je pourrai pour que ça ne soit pas le chaos. Mais en même temps, je sais qu'il n'y a pas d'autre sortie que de changer le rapport entre capital et travail pour qu'on puisse se mettre à faire de l'investissement écologique, pour qu'on puisse se mettre à réduire les écarts de salaire entre les deux bouts de l'Europe. Ça, c'est de la politique. C'est la question à laquelle Jacques, je pense, essaye de répondre en disant « chacun en retrouvant sa liberté, enfin la société respire ». Et là, on ne peut pas dire il a tort quand il dit « vous ne pouvez pas calculer une société au plein emploi et une société où il y a 5 millions de personnes qui n'ont rien à faire et qui, du jour au lendemain, revenant au travail, vont se mettre à consommer et à produire. Donc, si vous ne pouvez pas calculer linéairement l'inflation que produit une dévaluation, ça n'a pas de sens. Je voudrais donner un chiffre sur lequel tout le monde sera d'accord, c'est qu'on est déjà à plus d'1h30 d'émission, donc on est sur... On avait dit 1h15. On est sur Internet, on n'est pas limité en temps, donc tout va bien, mais en même temps, la capacité d'attention de tout le monde n'est pas... Nous aussi, on fatigue, n'est pas illimitée, y compris autour de ce plateau. Alors, je voudrais, pour terminer, qu'on se place dans... On a bien compris ce qui vous séparait tactiquement, stratégiquement, et ce qui vous rassemblait. Je voudrais qu'on se place cette fois dans l'hypothèse où, effectivement, on est après une explosion, une dissolution de l'euro, et qu'on se demande très concrètement qui y gagnera et qui... On en parle d'une explosion sauvage, hein. C'est-à-dire cet été, le Portugal peut plus payer, pouf, le truc saute. Oui, enfin, ce serait sans doute pas très ce serait sans doute pas très différent après une explosion mesurée et négociée. Disons. Bah si, ça change tout, parce que le scénario Sapir de la sortie raisonnée. Le principal reproche que je lui fais, c'est que je ne vois pas pourquoi il raisonnerait, vu qu'il ne raisonne pas avant. Si vous voulez, mais c'est quand même pas pareil que si c'est la catastrophe totale. On est bien d'accord, mais dans l'un et l'autre scénario, on a quand même bien le monde entier saute. On a quand même bien une dévaluation de je ne sais combien, et on a quand même bien un taux d'inflation non encore exactement chiffrable, mais qui existe. Alors, dans ces deux scénarios, qui gagne, qui perd, et pour introduire cette dernière partie du débat, je voudrais qu'on écoute Marine Le Pen, qui était invitée sur France 2 au moment de la présidentielle, et pour qui, apparemment, personne ne perd rien. Vous dites dans votre programme, ces investisseurs étrangers, évidemment, ils vont perdre sur leur capital lorsque le nouveau franc dévaluera par rapport à l'euro, puisque, de facto, ils auront des nouveaux francs. Je vais les indemniser grâce aux avoirs détenus par les banques en zone euro. Mais les Français, ceux qui détiennent de la dette française, les épargnants qui l'ont accumulée dans leur plan d'assurance vie, par exemple, rien du tout. Vous indemnisez les étrangers et pas les Français. Non, monsieur. Attendez, c'est littéralement dans votre programme. Évidemment que non, monsieur Langlais. Enfin là, je suis vraiment... Le fonds souverain du Qatar, les fonds de pension. Je suis quand même un tout petit peu inquiète. Hein. Alors, rassurez-vous. Non, mais là, je suis un petit peu inquiète. Allez-y, on vous écoute. Parce que la dette qui est détenue par les Français, ils ne perdront strictement rien, monsieur Langlais. Pas un centime. Puisque vous savez bien que je veux une parité, un franc, un euro. Ils ne perdront rien. Monsieur Langlais, en 2000, un franc, un euro, vous ne dévaluez pas à ce moment-là, Madame Le Pen, je ne comprends pas là. Je vais vous parler de ce qui se passe maintenant. Parce que croyez-moi, il n'y aura aucun problème Madame Le Pen, avec ceux qui détiennent de notre dette à l'étranger. On va négocier ça. La seule
Le seul objectif que j'ai, Monsieur Langlais, c'est de préserver les Français. C'est de les sauver du désastre annoncé. Mais pas leur C'est de épargne. les mettre à l'abri de la crise. Vous ne Par préservez conséquent, pas leur épargne, Madame Le Pen. ne sera absolument pas touchée, puisque s'ils ont 10 000 euros sur leur compte, eh bien, ils auront 10 000 nouveaux francs, et comme la baguette vaudront qui valait 20% 1 moins. euro vaudra 1 franc, il n'y aura donc aucune différence pour eux. Regarde les Argentins. Alors, question importante. Marine Le Pen dit scénario d'évaluation, inflation, personne ne perd rien, aucun Français ne perd rien. Je voudrais qu'on dise très clairement, qu'on essaye de dire très clairement, autour de cette table, dans le scénario qui a votre préférence à tous les deux, qui y perdra parmi les Français. Jean-Luc Mélenchon, pendant le sujet, vous disiez, je ne le dirai pas parce que ce que j'aurai à dire est trop horrible. Alors, allez-y, maintenant que je vous ai balancé, allez-y, qui y perdra? Non, moi, ce que je Alors, veux vous dire- avez dit tout à l'heure les rentiers. Mais alors, les rentiers, c'est qui? C'est le rentier, c'est qui en France? Non, mais attendez. Le rentier, c'est le détenteur d'un livret A. C'est qui le rentier? Oui, attendez une petite seconde. Moi, je ne suis pas si brillant économiste que j'aille vous dire si votre voisine va perdre de l'argent et si votre tonton va... Non, alors donc... On peut faire des fourchettes. Voilà ce que j'ai à dire. C'est que quand bien même, on va prendre le cas extrême, parce que tout à l'heure on a regardé, quand bien même tout se casserait la figure, d'accord, tout ce que vous avez, ça vaut plus rien. Le lendemain matin, le soleil réapparaît à l'horizon et la vie reprend. C'est-à-dire qu'il faut emmener les gosses à l'école, donc il faut payer l'instituteur, donc il faut leur donner à manger, il faut donner le petit déjeuner, le dîner, etc. Donc la machine à produire, la machine humaine redémarre instantanément. Donc, qui perd? Tous ceux qui ont accumulé. Qui ne perd rien? Ceux qui n'ont pas accumulé. Et plus on Là, a j'ai pris un accumulé- cas. plus on a accumulé, plus on Ça perd. dépend ce que vous avez accumulé. Si vous avez accumulé votre maison, plus la niche de votre chien, plus le pré dans lequel vous avez planté du blé, là, vous perdez rien, parce que c'est du bien matériel. C'est la raison pour laquelle, chaque fois qu'il y a un doute sur la monnaie, que font les gens? Ils se précipitent pour aller acheter des maisons ou pour acheter de l'or. Et ils stockent ça. Et on a beau dire que c'est l'économie des barbares, mais c'est la vieille règle marxiste de la loi de la valeur qui s'applique. On ne croit pas au signe monétaire, on ne croit qu'à la valeur réelle. Voilà comment ça se passe. Donc, ça n'a pas grand sens, vous n'arriverez jamais à faire la bonne photo. Parce que vous, Daniel, vous avez votre maison qui existe. Mais d'un autre côté, grâce à Sapir, vous avez une bonne inflation et votre maison, elle vous est remboursée. Qu'est-ce que ça peut vous faire que, dans le même temps, votre compte que vous avez placé sournoisement, avec des valeurs en actions à l'étranger, votre banquier a oublié de vous dire qu'il avait mis dans le produit qu'il vous a proposé, il vous dit, je vous propose un produit d'épargne forcée, il s'appelle Dynamique ou je sais pas quoi, hein, il a oublié de vous dire que dedans, il y a des actions de tel ou tel pays qui va s'écrouler en cours de route. D'accord? Donc vous n'arriverez pas à avoir une photographie assez exacte et cas par cas. Mais on a une idée de qui va perdre beaucoup d'argent. Donc, qui va perdre? L'épargnant. Non, attendez. Non, l'épargnant, ça veut rien dire. L'épargnant, il y a vous, moi, qui avons notre petite caisse On a fait le d'épargne. calcul. On a fait le calcul. Bon, tu vois, on a fait le calcul. Alors, qui perd? On a fait le calcul. Au pire, en mettant les choses vraiment au pire, il y aura une perte globale de 10% sur l'épargne des Français les 2 premières années, qui sera récupérée en partie de l'ordre de 5 à 7% les 2 années suivantes. Autrement dit, la perte totale pour les épargnants. Toujours aussi impressionné par vos calculs. Mais oui, Franchement, Bon, alors maintenant, le problème. Ça me rassure, ça me permet de faire mon chantage encore plus facile avec les Allemands. Le problème. Attendez, excusez-moi. Et ça, c'est consultable? Il y a un lien. Ça sera consultable. Ça sera consultable dans Ça l'étude. tient pas forcément la route parce que le chantage, il vaut que si c'est le chaos. Non, mais si vous voulez. Le chantage ne vaut que si c'est le chaos. Si on nous dit qu'on On n'a perd pas le 10 temps d'approfondir et ça. on Le récupère principal reproche que je ferai à Jacques, Mais c'est non, pas mais- la valeur de son raisonnement qui est pur et parfait, c'est la remarque que vous avez faite. C'est qui est de dire tout ça, c'est à conditions stables, etc. Mais si vous agressez des pays, vous croyez quand même pas qu'ils restent deux pieds dans le même savate à vous regarder. Hein, donc ça va mal se passer parce que la compétition. On n'agresse pas tout le monde. Non, mais attends, la compétition. Non, mais d'accord, ce qu'on enfin, voudrait savoir, c'est qui on agresse. En fait. Non, la compétition. Les Mais Allemands. qui? Mais bien sûr que tout le monde sait qui c'est qu'on Les Allemands, agresse. les Allemands. C'est les Allemands, C'est les évidemment. Allemands, c'est les Allemands. Et On nous a avons- fait tout ça pour avoir la paix, je vous signale, pas pour recommencer. Parce que, ah non, mais attendez, ce point est très important. Le vrai problème, c'est que les nouvelles blessures s'ouvrent sur les vieilles cicatrices. Ce que nous essayons de faire, des gens comme Sapir et comme moi, c'est d'éviter qu'on en vienne. Là, depuis tout à l'heure, de quoi on parle? On tourne autour du pot. C'est les Allemands qui bloquent tout. Le gouvernement allemand bloque tout. Et le gouvernement allemand... J'ai commencé par un Nein, hein, donc... Mais
Je dis pas, Daniel, dans le débat public en France, Oui, c'est le vrai tabou, c'est pas l'euro. C'est qu'on n'a pas le droit de parler du problème qu'on a dans la relation avec l'Allemagne, parce qu'aussitôt...